l'actualité des réseaux, sachant que l'actualité des réseaux peut faire des centaines de communautés dans ces pays. Donc, on peut faire le million. Comme d'habitude, c'est lui. Toi, nous bâtissent, on a l'obligation de mettre cet drapeau. Que dit les insurances cardiaques? En fait, la définition, c'est la référence de la chronique cardiaque. Donc, une diminution de la perfusion sanguine de l'ensemble des organes. Le cœur est donc incapable d'assurer la position normale de la raison métabolique fonctionnelle de l'organisme. C'est une maladie chronique, c'est l'accomplissement des couches de pathologie du cœur. Et le pronostic est extrêmement sévère et clair. Aujourd'hui, le pronostic est largement amélioré du fait de bien classe thérapeutique et de nouvelles méthodes thérapeutiques. L'évolution des moyens de décompensation des autres fédérations, nécessitant donc une prise en charge optimale en rapport avec le médecin. Alors, le plan que nous allons adopter, c'est le rappel épidémiologique, également le rappel diagnostic et la prise en charge de manière globale sur la population actuelle. Alors, concernant l'épidémiologie, il faut dire que certains plans pour la santé publique, l'insuffisance cardiaque, la prévalence est élevée dans toutes les cellules, dans tous les continents, sur tous les continents du monde. Cette étude classique de Framingham qui avait mis en évidence que l'insuffisance cardiaque était corrélée à l'âge, cela est démontré dans toutes les cellules, plus le patient prenne de l'âge, plus la prévalence de l'insuffisance cardiaque est élevée. Et l'âge moyen de diagnostic est supérieur de tous les 75 ans. Ailleurs, notamment, les statistiques mondiales, c'était un peu ancien quand même. Environ 22 millions de personnes en Europe, 22 millions de personnes ont une insuffisance cardiaque, dont 16 millions en Europe. Les États-Unis, c'est environ 19% de la population mondiale. Ça vient de la population dont la tranche se situe entre 70 et 80 ans. Et en matière d'incidence, pour noter que c'est le nouveau cas par an en matière d'incidence. En Afrique, les données ne sont pas retrouvées dans la population générale, mais toutes les données que nous avons sur les données hospitalières. Retrouvées se situent autour de 3 à 7% de la dimension en médecine générale, d'une manière générale. Environ 30%, et dans cette série, actuellement, on frôle les 40% de l'utilisation de la série spécialisée, notamment la série du cardiologie. Et pour confirmer cela, cette série de procès cliniques que je salue de premier avait mis en évidence que l'hôpital général de Yaoundé, 30% des hospitalisations de l'admission étaient dans les services de cardiologie, bien entendu, dû à l'insuffisance cardiaque. Et il avait mis donc, en évidence la croissance de la prévalence de 98 en 2001. Cette prévalence est passée de 21% à 37%. Donc, il aussi, à Roubaix, cette prévalence était de 26%, 26% à l'hôpital celui de cardiologie. Quant à la Côte d'Ivoire, nous avons, après une série de publications, mis en évidence que la prévalence hospitalière monte, pas trop en temps d'ici, mais elle est ici autour de 30% de l'hospitalisation et de l'insuffisance cardiaque. Et quant à l'âge et le sexe, j'avais déjà beaucoup de cette travail à du sérieux. La moyenne d'âge se situe, les patients sont jeunes, dans la 7e décade, 52, 55, 54 ans, avec une prévalence masculine, mais un peu vraiment mitigée. C'est pas aussi dangereux. Autant les femmes que les hommes sont atteints par l'insuffisance cardiaque. Quoique dans certaines séries, on a une prévalence masculine 61, 62%. Sachez que c'est un tout petit. Récemment, dans les évaluations intensives de cardiologie, nous avons bien évidence à travers une série de 320 cas de patients insuffisants cardiaques hospitalisés
plupart des patients sont jeunes, vraiment entre 30 et 50, 60 ans. C'est la tranche d'âge où les patients sont impliqués de ce virus. Donc vous voyez que cette pathologie qui est si invalidante atteint les patients jeunes dans notre population, où l'impact socio-économique dans le société. Les étiologies sont dominées par les cardiopathie hypertensive, suivies par la cardiomyopathie dilatée d'allure primitive, dont l'étiologie n'est pas retrouvée, du fait que les investigations ne vont pas loin. Et cela a été confirmé également dans cette même série dont je parlais tout tantôt, les cardiopathies hypertensives et les cardiopathies d'allure primitive. Après notre rappel épidémiologique, comment faire les diagnostics d'insuffisance cardiaque? Cela me permet donc de donner une classification. La classification doit être anatomie inclinée, à savoir l'insuffisance cardiaque gauche, l'insuffisance cardiaque droite et l'insuffisance cardiaque globale. C'est le plus jeune. Et puis l'insuffisance cardiaque chronique, l'évolution chronique, les manifestations cliniques qui s'installent dans le temps. La classification infographique qui permet, qui est extrait des recommandations, donne la façon d'élection ventriculaire gauche donc réduite pour la FEVG inférieure de la 40% et l'insuffisance cardiaque préservée, FEVG supérieure ou égale à 50%. Puis l'insuffisance cardiaque à façon d'élection modérément réduite. À force d'échanger la terminologie, on finit par se mélanger avec les pédales. Modérément réduite, FEVG se situe entre 41 et 49%. Alors, quels sont les signes? Simplement le même symptôme qui sera disponible, quel que soit le type de symptôme de la sérotonine. C'est une dyspnée qui va évoluer progressivement dans le temps jusqu'à le stade 4. Et aujourd'hui, pour parler de cette dyspnée temporelle, donc il y a la toux sèche, vraiment le vachissement qui peut être progressivement positif, et aussi la stabilité. En résumé, on peut dire donc les signes sont un peu sérieux. L'insuffisance cardiaque gauche qui est représentée essentiellement par la dyspnée, les rats qui sont du garrot gauche, et l'insuffisance cardiaque droite, qui en plus de la dyspnée est représentée par l'utilisation de la jugulaire et par le garrot. Les signes droits, c'est devant l'inférieur du garrot droit. Selon la Société européenne de cardiologie, les symptômes typiques sont la dyspnée d'ordre ou la dyspnée paroxytique nocturne, la fatigabilité et les édèmes réchauffés. Et les symptômes donc spécifiques, l'insuffisance de veine jugulaire, notamment spécifique de la cardiaque droite, veine jugulaire, le fluide jugulaire, le B3, et la note B3 et le placement de la veine. En plus de ces signes cliniques, il faut des explorations paracliniques. Résumé donc sur cette diapo, le CG qui va mettre en évidence des anomalies spécifiques, notamment l'hypertrophie musculaire gauche et pour l'anomalie de l'irrigation musculaire gauche. La radiographie thoracique qui ne fait pas les diagnostics, mais qui donne l'aspect du cœur de la radiographie thoracique, mais l'aspect de l'autonomie. Et puis l'échographie transthoracique, qui est le référent de diagnostic, qui va d'abord nous mettre en évidence la façon d'élection de la gauche, qui sait donc de stratifier les insuffisants cardiaques, mais surtout essayer d'expliquer les mécanismes de l'insuffisance cardiaque. Est-ce une pathologie valvulaire, une pathologie myocardique, voire même péricardique qui donne des tableaux d'insuffisance cardiaque. Quant à la biologie, elle va donner une orientation diagnostique, notamment le usage de la qualité d'OVNB, mais surtout la biologie permet donc de rechercher de comorbidité, une anémie, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatocellulaire qui donc va vont lever le pronostic de l'insuffisance cardiaque. Ainsi donc, pour résumer, la stratégie de l'insuffisance cardiaque, d'abord dans un premier temps, cas de suspicion d'insuffisance cardiaque, notamment se basant sur les symptômes fonctionnels, il faut rechercher l'existence de facteurs de risque cardiovasculaire du patient, donc l'environnement du patient, ça qui est connu, porter les valeurs
autres. Et en tenant compte des symptômes, on va doser le PNP. Lorsque le ECG donc permet de faire de l'anomalie spécifique, notamment l'hypertrophe ventriculaire gauche, doser le NT-proBNP et BNP, ce que je disais tout à l'heure, c'est la biologie. Et lorsque la biologie est positive, alors on peut affirmer l'insuffisance cardiaque. Lorsque cela n'est pas tranché, ou lorsque la biologie n'est pas disponible, il faut aller à l'échographie cardiaque qui va donc confirmer l'insuffisance cardiaque et vous mettre la réponse dans l'anomalie. Et cela permet donc que la fumée de l'insuffisance cardiaque et faire la stratification en fonction du niveau de façon d'éjection. Cela donc permet d'aboutir à cette classification dont je parlais tout à l'heure. La classification de la façon de la façon d'éjection est fondée. La FBG inférieure égale à 40%. La façon d'éjection modérément est fondée. La FBG entre 40 et 49%. Et la façon d'éjection préservée lorsque la FBG est supérieure ou égale à 50%. C'est la recommandation 2021 de la Société européenne de cardiologie. Après donc, le diagnostic et la stratification, la prise en charge. Il faut dire que cette prise en charge évolue dans le temps. Évolue dans le temps, je pense que même si cette année, ça va changer, je crois. Mais il faut dès le temps faire l'objectif. Le but de la prise en charge, c'est d'optimiser la prise en charge pour non plus celle de l'hospitalisation. Parce que le pronostic est grévé par l'hospitalisation de patients. Alors, cette étude que nous avons menée à l'Institut cardiologique en 2019 a montré que la première cause de l'hospitalisation à l'Institut est l'insuffisance cardiaque, dans pratiquement 75% du temps. La cause de l'hospitalisation. Et le pronostic est passé à l'hospitaliser était pratiquement grave, variait entre 10 et 20% des lycées. Donc, le cercle vicieux de l'hospitalisation, dans un premier temps, dans un point de vue santé publique, il faut décentraliser la prise en charge du patient insuffisance cardiaque. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, l'Institut cardiologique de la est, en plus du CHU de papier, sur les descentes de cardiologie publique, si bien que tous les patients de pathologie cardiovasculaire. Et cela a été annoncé par le chef d'État à Duban, en 2002 déjà, disant que les pathologies cardiovasculaires étaient un problème de santé publique, et particulièrement l'hypertension artérielle. Et la lutte contre ces pathologies cardiovasculaires devait être une priorité dans le programme de développement, dans le programme de santé des États. Et je pense que les États essaient de respecter ces priorités. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons essayé, et nous essayons toujours, de décentraliser au maximum la cardiologie. Et vous voyez sur cette carte, toutes ces villes-là ont au moins un cardiologue. Et ceux-ci permettent donc de prendre en charge l'insuffisance avec les pathologies cardiovasculaires et l'insuffisance cardiaque dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. D'un point de vue de santé publique, il faut organiser le parcours du patient. C'est les décideurs qui vont le faire, nous surtout médecins praticiens. Il faut mettre au milieu, au cœur de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, le parcours de soins, notamment les patients qui sortent de l'hôpital ou de la maison. Le système n'est pas très bien cuit dans nos pays. Il faut donc beaucoup d'acteurs qui doivent monter en ligne de compte pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance cardiaque qui sont d'hospitalisation. C'est la partie la plus vulnérable de la sortie de l'hospitalisation. Nous rendons compte chaque jour, chaque matin, les patients qui sont sortis de l'hôpital, ils reviennent 2 ou 3 jours après, parce que le système est rompu, la chaîne est rompue. Ainsi donc, il faut d'autres acteurs, notamment un cardiologue libéral, tout l'intérêt des cardiologues de la décentralisation de la cardiologie, l'assistance sociale, les conseillers en assurance et tous ces acteurs qui doivent monter en ligne de compte dans la prise en charge de l'accompagnement de l'insuffisance cardiaque. Aussi, inclure les centres de réadaptation. Malheureusement, il n'y en a pas assez d'argent. Pas l'Institut cardiologique avec les centres privés. Il n'y en a pas assez. Il faut inclure, il faut être au milieu de la prise en charge. Au cœur donc de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, la réadaptation cardiovasculaire.
les adaptations sont ici, sont mieux placées pour dire les critères importants de l'adaptation cardiovasculaire et la prise en charge des sujets. D'un point de vue donc hospitalier, il faut respecter les guidelines, notamment après la même série de procédures, et rapidement aussi avant l'avènement des ARMI. Le traitement était basé essentiellement sur les politiques, les GC, et puis les médicaments. Mais sachez que le traitement des médicaments est évolutif. À gauche de l'écran, c'est nos aptitudes thérapeutiques à l'Institut cardiovasculaire, notamment sur la cardiologie. Mais ce traitement, je juge que ce n'est pas optimal. Alors, pour donc optimiser la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, je rappelle plusieurs pathologies. On dit que le détonateur, c'est la chute du débit cardiaque. Chute du débit cardiaque qui va donc déclencher tout le processus de l'insuffisance cardiaque. Et laquelle chute du débit cardiaque va déclencher donc le processus de réadaptation, notamment la réadaptation mécanique avec la modification de la géométrie de notre gauche pour s'adapter aux nouvelles contraintes. Mais surtout la stimulation de l'eau hormonale. La stimulation du système le système sympathique, avec toutes les conséquences de vasoconstriction, augmentation de la fréquence cardiaque et augmentation de la consommation d'oxygène, du perfusion angulaire gauche et les troubles métaboliques toxiques disponibles. Et il y a même la stimulation du système rénine angiotensin d'aldostérone et laquelle stimulation va résumer le système diaphragmatique, avec in fine les conséquences délétères pour le myocarde, au noyau de tableau, hypertrophie ventriculaire, les tensions hyposodiennes, fibrose myocardique, et toutes ces conséquences vont aggraver l'insuffisance cardiaque. Donc, les mécanismes compensateurs intermittents sont bien pour le myocarde, et bien de compenser, de garder les débits cardiaques élevés, mais ces mécanismes vont se retourner contre le myocarde, voire délétère et aggraver l'insuffisance cardiaque. Ainsi donc, récemment, de plus en plus, on parle de l'avènement des peptides antibioticides dans la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque, qui sont les substances sécrétées par l'oréette, notamment l'AMP, l'acide peptide, qui est la BNP. Et ces substances n'ont qu'une action vasodilatatrice et une action diurétique. C'est bien donc de baisser l'approchage et de soulager le myocarde. Malheureusement, ces substances-là sont combattues par la métronidazine qui va les dégrader en principe métabolique natif. Alors, pour améliorer donc le pronostic de l'insuffisance cardiaque, il faut alors combattre, en plus de l'inhibition de notre système du système sympathique, du système rénine angiotensin d'aldostérone, il faut alors inhiber la lipénidine et par les substances qui sont nombreuses, mais la substance qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les saponidiques qui est tout à fait en bas. Saponidique qui va inhiber la lipénidine, donc donner l'action, permettre l'action des peptides antibiotiques, l'action vasodilatatrice des peptides antibiotiques. Cela permet donc de rentrer dans le traitement. Je le disais tantôt, il faut optimiser la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Et en 2016, l'ESC avait dit traitement step by step. Progressivement, les IEC arabe diurétique et au fur et à mesure. Alors, quand on regarde ce traitement, les unitaires de sympathique ascendant se situaient en troisième ligne. Mais, à l'ESC 2021, ils sont en première ligne. D'emblée, traitement d'emblée maximal, avec les unitaires de système de angiotensin d'aldostérone, ou RAMI, les bêta-bloquants, les inhibiteurs de minéralocorticoïdes, les glyphosides et les diurétiques de l'ensemble. Donc, aujourd'hui, la recommandation de l'ESC 2021 préconise un traitement d'emblée maximal pour améliorer donc le pronostic de l'insuffisance cardiaque. Ainsi donc, en première ligne, on retrouve le véhicule de cité tantôt, et en deuxième ligne, c'est les traitements qui vont prévenir la mort subite,
cardiaque, défibrillateur automatique et portable. En conclusion, il faut dire que l'insuffisance cardiaque est un véritable challenge pour le cardiologue, et tous les médecins, mais surtout pour le cardiologue. Il y a beaucoup de défis à relever, notamment améliorer le pronostic et réduire la mortalité de l'insuffisance cardiaque. Mais